Donc bonjour, je suis Baudouin Notre-Semer et je suis un des deux cofondateurs de Sandora. Et Sandora, qu'est-ce qu'on fait? On est producteur et distributeur d'expériences immersives en réalité virtuelle. Et là, on vient de produire notre premier spectacle sur Napoléon, qui est en VR déambulatoire, voilà, et qui se fait sur des plus petites surfaces, qui s'exploite sur des surfaces de plus ou moins 60 mètres carrés, et qui permet d'avoir jusqu'à 10 joueurs. Donc c'est du multiplayer et sur des surfaces relativement réduites. Alors, je viens tout juste de terminer l'expérience Napoléon, qui, à ce que j'ai compris, ça représente seulement 11 minutes, donc une partie d'un segment qui va être beaucoup plus large, qui va sortir le 13 février prochain. Est-ce que c'est exact? Exactement. Donc là, ce que tu as vu, Justin, c'est 10 minutes d'une expérience qui en tout va durer un peu moins d'une demi-heure. Tu as vu la partie plus militaire, le génie militaire de Napoléon. On explique la bataille d'Austerlitz, comment ça s'est déroulé, comment il a finalement gagné, et on explique le génie militaire de Napoléon. Il y a deux autres actes. Il y a un acte plutôt orienté sur son héritage architectural, comment est-ce qu'il a transformé Paris. Et donc on a une belle vue de Paris, donc c'est très très immersif également. Et puis on a un dernier acte qui est plutôt sur son héritage. Et là, ça se passe sous l'Arc de Triomphe. Enfin, je ne veux pas tout dévoiler, mais voilà, c'est très, très immersif et inspirant. Et puis à la fin, on est de retour vers l'île de Sainte-Hélène sur le bateau. Et donc, en tout, ça dure un peu moins d'une demi-heure. Et comme tu disais, on sera effectivement présent d'abord ici à Bruxelles au musée de l'Armée. Et puis dans d'autres sites, on sera à Lille, à Paris. On est en discussion avec d'autres villes en France. On sera aussi à Ajaccio. Et puis, on commence aussi le développement au niveau international. Donc, on est en contact avec... voilà, pour faire le lien avec le Canada, j'ai une démo cet après-midi à Paris avec un distributeur potentiel pour Montréal. Je suis en discussion avec des Brésiliens, avec des Chinois, avec des Taïwanais, avec des Australiens, avec des Américains. Donc, voilà, c'est très, très large. Alors, je me posais une question quand j'étais en train de vivre l'expérience. Bon, l'histoire de Napoléon, bien sûr, on la connaît, on a entendu parler. Il y a des films, des séries télé, des livres, plein de choses. Mais des expériences en réalité virtuelle, je crois que c'est en effet la première qui est faite sur le sujet. Évidemment, l'héritage de Napoléon est très vaste. Comment on adapte Napoléon en réalité virtuelle, mais aussi même dans un modèle immersif, comment est-ce qu'on réussit à faire plonger un spectateur dans cet univers qui date de plusieurs siècles? Alors effectivement, ça n'a pas été évident, surtout en moins d'une demi-heure, raconter l'ensemble de sa vie, Voilà. ce n'est techniquement pas possible. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est concentré sur son héritage, on a pris quelques scènes, on présente finalement la légende dorée, la légende noire, hein, ça qui est illustré avec la Bérésina, donc qui est le passage, je n'ai pas parlé, mais donc c'est une des scènes aussi. Et on va dépasser la légende dorée et la légende noire pour plutôt orienter l'expérience sur son héritage. Et on explique que son héritage, il irrigue encore aujourd'hui nos sociétés, notamment avec le Code civil et plein d'autres innovations qu'il a mis en place et qui aujourd'hui concernent encore tout le monde. Donc on essaye de dépasser justement la partie légende dorée, légende noire pour orienter le tout sur son héritage. Et on est convaincu que le côté très immersif de l'expérience de la partie vers déambulatoire, multijoueur, va faciliter, en tout cas va augmenter la capacité de retenir quelque chose du personnage de Napoléon et de son héritage. Donc voilà, il y a un côté aussi pédagogique assez fort. C'est pour ça qu'on est présent dans des musées, mais pas que. Et donc on essaye d'avoir, via ce côté très immersif, le plus d'impact possible. Comme tu l'as dit toi-même, c'est très immersif. Il y a le côté pédagogique qui est derrière. J'aimerais savoir, en fait, comment on réussit, je me mets dans la tête d'un adolescent, d'une adolescente, par exemple, qui va au musée, qui a l'habitude de regarder des peintures, des statues, de regarder ça avec une certaine distance. Maintenant, on est face à une œuvre qui est en constant mouvement. On n'est pas en train de regarder un film. On plonge dans un film narratif qui est à la fois divertissant, pédagogique. J'aimerais savoir comment est-ce que vous croyez que ce jeune public qui a l'habitude d'être constamment stimulé par des vidéos rapides sur Internet,
Est-ce que vous croyez que ce genre de modèle va venir rehausser, changer la façon dont les jeunes, les gens en général, peuvent apprendre au lieu de se plonger dans un livre, par exemple? C'est un très bon point. C'est un des défis qu'on s'est lancé avec Sandora, c'est amener la culture au plus grand nombre. Donc notre objectif, c'est vraiment de faire rayonner notre histoire, notre culture au plus grand nombre. Et on est convaincu que grâce à ce côté très immersif, on va pouvoir, je dirais, plus facilement convaincre des jeunes qui vont peut-être moins ou plus au musée, parce que les musées ont parfois un côté un peu vieillot, qui vont être attirés par ce côté très immersif. Et on espère qu'en faisant l'expérience, ça va leur donner la petite étincelle, donc l'envie en fait de creuser le sujet, de s'intéresser davantage à leur histoire, à leurs racines. Parce que comme on le sait tous, mais celui qui connaît bien son histoire se connaît mieux aujourd'hui et peut mieux appréhender le futur. Donc on est convaincu que ça fait partie de la mission de Sandora. Absolument. Et je crois que, évidemment, chaque personne est différente. On a une différente vision, une différente approche pédagogique. Certains préfèrent être assis, écouter, d'autres préfèrent interagir avec leur environnement. Et je crois que votre expérience répond bien à ces besoins-là. Je tiens à le dire, j'étais très immergé dans l'expérience. Je me rappelle une scène à un moment donné, sans trop divulguer, bien sûr. On est dans une scène où on est entouré de neige avec des soldats. Il y a des coups de canon qui sont lancés, il y a des balles qui sont tirées. Il y en a une qui est passée tout près de moi, j'ai dû bouger pour l'éviter. Je me retourne, il y a un cheval, un cavalier qui passe devant moi. Comment vous réussissez à faire plonger un spectateur comme ça? Mais là, je veux parler d'un point de vue multijoueur. 10 personnes dans une expérience en réalité virtuelle, je veux dire live, parce que bon, c'est pas, on fait pas ça en multijoueur, en réseau avec des casques à distance. Hein. On est tous dans un même périmètre. Il faut quand même capter les mouvements. Il faut créer une scène en fonction qu'éventuellement 10 personnes vont être au cœur de l'expérience. Comment on réussit à faire tout ça? C'est quand même, j'ai trouvé ça très impressionnant, ce côté technique. Alors, il y a effectivement les évolutions techniques qui nous permettent aujourd'hui de faire ce qu'on fait. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, on n'aurait pas pu le faire il y a 2 ans. Et donc, il y a déjà un premier aspect qui est vraiment purement technique. Aujourd'hui, faire du stand-alone, donc de ne pas avoir un ordinateur sur le dos, mais avoir toute l'expérience et tous les calculs dans le casque, ça, avec les capacités de calcul aujourd'hui qu'on a, ça permet de le faire en multijoueur. Donc, et je pense que cette tendance, elle va s'accentuer. Donc on pourra, là, d'ici 2-3 ans, faire la même chose, mais avec une qualité encore meilleure. Parce qu'aujourd'hui, tout ça évolue à une vitesse absolument incroyable. Donc il y a un premier aspect technique. Et après, le deuxième aspect, c'est narratif. Et pour nous, c'est extrêmement important. C'est qu'on sait qu'une bonne expérience, ce n'est pas juste être dans un environnement 3D, c'est raconter une histoire. Raconter la bonne histoire, raconter l'histoire qui va faire qu'on est vraiment plongé dans le scénario et qu'on va le vivre. Même nous, quand on refait l'expérience, et je me suis surpris même avant-hier, j'ai refait l'expérience parce que je la fais souvent, mais j'ai déjà fait des centaines de fois, quasi, oui, je suis moi-même encore parfois surpris quand je me retourne et effectivement je vois dans la charge, je me suis surpris moi-même à être surpris. Donc voilà, et ça, c'est avoir les bonnes personnes qui maîtrisent tant le côté technique que narratif. Donc c'est vraiment la combinaison des deux qui fait que ce soit très immersif. Les gens ont tendance à croire que la réalité virtuelle peut être parfois, comme vous avez dit, stand-alone, hein, une personne à la fois. On est renfermé dans son casque, c'est pas une expérience collective. Maintenant, votre expérience va être présentée dans un musée. Hein? Dans ce qu'on appelle en anglais location-based, ça veut dire on quitte la maison pour aller dans un endroit dans un contexte, même parce que dans un musée, c'est vraiment le contexte idéal pour ce genre d'expérience. Donc, faire sortir les gens de chez eux pour pouvoir vivre quelque chose à l'extérieur, en plus en communauté. Est-ce que vous croyez que la réalité virtuelle, vous croyez que c'est un peu l'évolution de la réalité virtuelle, en fait, une expérience communale, au lieu d'être une expérience individuelle? Et est-ce que vous croyez que ça va repousser les limites? Est-ce que c'est ce que vous voulez faire dans l'avenir? C'est un très très bon point, parce que je pense que quand la réalité virtuelle a émergé il y a une petite dizaine d'années ou une dizaine d'années, tout le monde s'est dit, tout le monde va prendre un casque à la maison et va regarder. La réalité, c'est que c'est pas ça qui s'est passé, et qu'aujourd'hui, se déplacer, aller au cinéma, même si on a une télé chez soi, les gens continuent à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté social,
partage. Et c'est exactement ça qu'on vise aussi avec Sandora, avec nos expériences. Si en plus on peut le lier à un contenu existant, à un musée qui a déjà du contenu militaire ou qui est dans la thématique qui est proposée, eh bien on va venir ajouter une couche innovante à une expérience collective qui se fait en famille, entre amis, entre collègues. Et donc c'est exactement ça qu'on recherche aussi. On est convaincu que ce partage va aussi augmenter le côté immersif, pouvoir même débriefer après, parce qu'on a vécu la même chose au même moment. Et quand vous enlevez votre casque, en fait, vous retournez et vous discutez avec votre collègue, votre ami ou votre famille et vous échangez. Et ça, cette expérience et ce partage, ça fait partie de l'expérience. Et trop souvent, on s'est dit, voilà, les gens vont faire la réalité virtuelle à la maison tout seuls dans leur fauteuil. En fait, non. Alors oui, il y a un petit pourcentage qui le fait. Mais je pense que la plus grande partie des gens sont toujours dans cette démarche de faire une expérience collective, ou en tout cas avoir dans la démarche culturelle de faire quelque chose à plusieurs et pas tout seul aller au musée. Voilà. Absolument. Est-ce que c'est au cœur de ce que vous faites à Sandora, avec toutes vos expériences que vous avez créées dans le passé? Est-ce que c'est ce que vous avez l'intention de faire dans le futur, évidemment? Oui, donc pour nous, les musées, c'est la porte d'entrée. Et après, on est tout à fait conscient qu'on ne sera pas partout dans des musées, mais on aura des lieux plus classiques où les gens pourront faire l'expérience dans un lieu qui n'est pas un musée, mais qui va accueillir l'expérience. Ça peut être une salle culturelle, ça peut être un espace finalement, on n'a pas besoin de hauteur sous plafond, on peut faire ça dans un parking, façon de parler, on peut faire ça dans une cave, donc on n'a pas besoin d'un lieu habillé, ça c'est un gros avantage de la réalité virtuelle. Mais c'est vrai qu'on aime bien tisser des partenariats avec des musées pour, avoir une caution historique sur tout ce qu'on fait, parce que souvent on collabore sur la partie historique et sur le comité scientifique. Et c'est un premier canal de diffusion et qui permet après, dans un deuxième temps, de passer sur d'autres canaux. OK, donc il y avait un comité scientifique qui était derrière la création de l'expérience. Oui, donc sur Napoléon, ça a été la Fondation Napoléon qui nous a accompagnés. Et donc voilà, on a les plus grands experts dans le domaine qui nous ont accompagnés sur les dialogues, les uniformes, les décors. Donc que ce soit à Longwood, au début on se retrouve à Longwood dans le salon, la couleur verte des murs, tout ça a été validé par la Fondation Napoléon. Les uniformes des différents maréchaux, voilà, jusqu'au dernier bouton, jusqu'à la taille du sabre, voilà, tout a été étudié, tout a été ajusté en fonction. Baudouin, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire l'entretien avec moi et je vous souhaite la meilleure des chances à toi et à ton équipe. C'est vraiment une expérience remarquable. Je vous souhaite la meilleure des chances pour l'ouverture, donc qui est au 13 février prochain à Bruxelles. Et voilà, merci encore. Voilà, merci Justin. Je profite aussi du micro pour remercier mon associé Marin et notre équipe, Émeric, Arthur et tous ceux qui ont travaillé avec nous sur l'expérience. Et donc on est ravis de pouvoir présenter tout ça au grand public à partir du 13 février prochain au Musée de l'Armée à Bruxelles. Merci beaucoup, Baudouin.